Début mars 2023. Une découverte surprenante fait la une de l'actualité. Cette marée blanche qui se poursuit sur les côtes du Cotentin. Depuis mercredi, près de 2 tonnes de cocaïne se sont échouées sur les plages de Normandie. Une enquête est en cours, mais pour l'instant, aucune piste sur l'origine de cette drogue. Cette cocaïne a en fait dérivé dans la Manche pendant près de 15 jours. Jetée à la mer depuis un porte-conteneur, elle devait être récupérée par des trafiquants. Mais l'opération a tourné au fiasco. C'est ce que révèlent les policiers français et néerlandais. Ils n'ont pas été autorisés à nous parler. Nous avons reconstitué leurs témoignages. Les narcos larguent de plus en plus la cocaïne en haute mer. Ils veulent éviter les contrôles dans les ports qui augmentent. C'est ce qu'on appelle le drop-off. Les 2,3 tonnes ont été larguées depuis un bateau parti du Brésil, le Grande Hamburgo, qui appartient à la société italienne Grimaldi. C'est un roulier, c'est-à-dire qu'il transporte à la fois des voitures et des conteneurs. Et au milieu des marchandises légales, les trafiquants, c'est là qu'ils planquent la coke. Et depuis ce bateau, une partie de l'équipage, de mèche avec les narcos, a balancé les ballots équipés de GPS à la mer pour qu'un plus petit bateau les récupère. C'est ça le drop-off. Grâce à cette application, tu peux voir quasiment en temps réel comment ça s'est passé. Notre bateau, donc, il est parti de Santos au Brésil le 25 janvier. Il allait à Anvers, une traversée pour laquelle il faut 1 mois. Et donc, le 18 février, il y a le Grande Hamburgo qui entre dans la Manche. Mais le jour du drop-off, malheureusement pour eux, la météo s'est gâtée. Covering up. Three miles. Ce petit bateau de pêche, on enquête dessus depuis des mois. Bro, we are getting close. Look the GPS. The coke is not far. Dans notre jargon policier, on appelle ça un bateau-fille. C'est-à-dire qu'il doit récupérer les colis de coke jetés depuis un porte-conteneur par des complices. Put the light on, bro. See anything? No, nothing. C'est pas très fiable, parce que les pilotes des bateaux-filles, c'est des mecs comme toi et moi. C'est des charlots. Ils n'ont pas forcément des compétences en navigation. Look left. Here are the bags. Bring back the gaff. Go ahead, pull. It's fucking heavy. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que pour des tonnes de cocaïne qui valent des millions, ils utilisent des balises achetées sur Internet qui ne valent qu'une centaine d'euros. It took the water? No, it's fine. Brother, there is still plenty missing. I know. We have to find the rest. The cops are patrolling. Still 2 tons short. It should be here, according to the GPS. We have been looking for 3 hours. We are going to be spotted. Ils ont passé 3 heures à tournoyer sans trouver la coke. Ils ont coupé leur AIS. L'AIS, c'est la balise obligatoire des bateaux en mer. Ça, c'est le pire truc à faire si tu veux rester discret. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se trouvait dans la Manche, qui est l'un des détroits les plus surveillés au monde. La Manche, c'est 25% du trafic mondial, 400 navires par jour. C'est une véritable autoroute à porte-conteneurs. Et toi, tu coupes ta balise, c'est un des meilleurs moyens de se faire griller. Fucking cops. Stop your boat immediately! Stop and don't move a muscle! Un bateau de la police britannique la raisonne à 22h15. À son bord, plus de 12 millions d'euros de cocaïne pure. Le reste des ballots ne sera pas récupéré. Ce sont ces colis perdus qui s'échoueront quelques jours plus tard sur les plages de Normandie. Le symbole d'une marée de cocaïne que rien ne semble pouvoir arrêter. Quelques mois plus tard,
le Grande Hamburgo a été intercepté avec une nouvelle cargaison de drogue à son bord. Elle devait entrer en Europe via Anvers. L'immense port belge est devenu la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe. C'est devenu un très sérieux problème à Anvers. Les autorités n'ont pas la situation sous contrôle. Anvers, plus que jamais plaque tournante de la drogue avec un triste record. Près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2022. De nouveau, on a un record ici en Belgique. De nouveau, 110 tonnes de cocaïne, c'est quand même du jamais vu. Les douanes belges multiplient les saisies historiques, l'équivalent de 15 milliards d'euros à la revente en 2022. Certains jours, elles saisissent autant de cocaïne dans un seul conteneur que pendant toute une année en France. Ça, c'est le plus grand saisie au niveau mondial. Là, on a trouvé presque 12 tonnes de cocaïne dans un conteneur. Mais ces records sont tout sauf une bonne nouvelle pour le douanier. Plutôt un aveu d'échec. On saisit l'année passée les 110 tonnes de cocaïne. Mais où je suis vraiment déçu, c'est que je constate sur le marché, que ce soit en France ou en Belgique, que le cocaïne est toujours là, que le prix de cocaïne ne monte pas. En d'autres mots, on saisit beaucoup, mais finalement, ces organisations criminelles, dans leur business model, ils calculent, bah oui, 10%, je perds 10 ou 20%. C'est pas grave, parce qu'il y a suffisamment qui passent la frontière. En 10 ans à peine, les saisies ont augmenté de 2400%. Des chiffres impressionnants pour un terrible constat. Les autorités sont incapables de contrôler le deuxième plus grand port d'Europe. Avec ses autoroutes et des trains connectés à tout le continent, il permet aux trafiquants d'expédier la coke rapidement. Un site idéal pour les narcomafias. Le but des organisations criminelles, c'est d'acheminer le plus rapidement possible la marchandise illégale au consommateur final. Parce que plus le trajet est lent, plus il y a des arrêts, plus il y a un risque de saisie. Le port est aussi immense, 129 km², plus que Paris. Avec 12 millions de conteneurs qui transitent ici chaque année, il est impossible de tout contrôler. Un homme le sait bien, Paul Meyer, un ancien trafiquant de cocaïne. Moi, j'habite la Belgique depuis 35 ans. Ce port, j'en ai toujours abusé. Je le connais comme ma poche. Contrairement à Rotterdam, ici, le port est ouvert. On ne peut pas le fermer. Il y a des villages, des magasins. Tout ça, c'est dans le port. Ça circule de partout. Regardez, vous pouvez le constater par vous-même. C'est impossible à contrôler. Avec sa dégaine, bon chic, bon genre, difficile de croire que Paul Meyer a passé 7 ans en prison, notamment pour importation de cocaïne. Un trafic qui lui a permis d'amasser avec son gang un pactole estimé par les autorités à 700 millions d'euros. Regardez là, par exemple. Il y a un panneau avec marqué dessus en hollandais « Accès interdit ». Eh ben, je m'en fous. J'y vais. Personne ne me demande rien, alors qu'on est sur les quais pourtant. Et là, regardez, je vais avancer vers ce bateau. Eh bien, personne ne me demande rien. Personne ne me dit quelque chose. Vous voyez la police, vous? Parce que moi, non. C'était juste pour vous montrer que le port, c'est une vraie passoire. À partir de là, pour importer de la coke, il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer. Tenez, regardez là-bas. Tu vois ce bois? Il vient d'Amérique latine. Là, je regarde, je jette un petit coup d'œil et j'ai toutes les informations sur la société qui l'exporte. Je sais que le bois arrive ici,
et que j'y ai facilement accès, comme tu as pu le voir. Donc je vais créer une société qui achète exactement les mêmes produits, le bois. Et je sais qu'il va atterrir ici. Je commence mon importation de bois, ce qui est parfaitement légal. Je fais 5 ou 6 livraisons de bois sans cocaïne à l'intérieur. Je vais en profiter pour vérifier que personne contrôle. Et une fois que je suis sûr que la douane ne met pas son nez dans mes affaires, eh ben, je prévois un petit espace au milieu du bois et j'y planque ma coque. Donc au final, j'ai une société qui est irréprochable, des marchandises pas du tout suspectes, il n'y a rien de louche, donc les chances de se faire attraper sont infimes. Le plus difficile est de récupérer la drogue dissimulée dans les conteneurs. C'est le travail des collecteurs de cocaïne. Ceux-là ont été filmés sur le port de Rotterdam. Une activité risquée, mais très lucrative, racontée par ceux qu'on appellera Maher et Ibra. Moi, tu vois, ces 4 dernières années, j'ai permis à mon réseau de gagner des millions d'euros. Parce que ce port, je le connais comme ma poche. C'est un peu ma deuxième maison. Quand on doit récupérer de la coke, tout est programmé. On sait où elle arrive, quand et où la récupérer. On va me filer une info. Par exemple, les pains de coke sont au quai 2240, niveau 3. Je me pointe et je récupère tout le plus rapidement possible. Ça fait déjà 4 ans que je récupère la coke. Je ne travaille qu'avec des gens que je connais. Tous les groupes de collecteurs sont composés de mecs qui se connaissent. Comme ça, si tu me niques, je sais où tu habites et qui est ta famille. Donc les mecs qui bossent dans le port doivent bien fermer leur gueule. Laissez-nous juste récupérer la coke et tout ira bien. Ne vous impliquez pas. Fais pas le héros, c'est pas ton business. Fais juste ton taf et rentre voir ta famille à 17h. Parce que si tu viens me voir et si tu me demandes qu'est-ce que tu fais, je vais te défoncer la gueule. T'es qui pour me parler? C'est pas ton problème, frère. Te mêle pas de ça. Ce port, c'est une mine d'or. Pourquoi je devrais chercher ailleurs? C'est près de la maison, je peux me faire plein de fric. En une seule nuit, je peux gagner autant qu'un avocat sur une année. Avec de telles sommes en jeu, les bandes rivales sont prêtes à tout pour prendre le contrôle des ports. En juillet 2020, les policiers néerlandais découvrent une prison clandestine utilisée par les narcotrafiquants. 6 conteneurs ont été aménagés en cellules pour détenir des concurrents. Dans un 7e, une chaise de dentiste équipée de liens et de menottes. Et des outils, sécateurs, scalpels, marteaux. Ils devaient servir d'instrument de torture. C'est ce que révèle un message intercepté par la police. Quand il sera sur la chaise, on en saura plus. Ces conteneurs se trouvaient à 30 km du port d'Anvers. Mais selon la police, les narcotrafiquants sont désormais présents dans tous les grands ports de la mer du Nord. Une infiltration par les réseaux si prégnante qu'elle a bouleversé les routes de la cocaïne, selon Europol, l'agence européenne de renseignement criminel. L'épicentre du marché de la cocaïne s'est déplacé au nord de l'Europe, avec l'usage intensif de conteneurs dans les ports de Rotterdam et d'Anvers. Les Pays-Bas ont pris la place de l'Espagne en tant que porte d'entrée principale de la cocaïne arrivant en Europe. Des trafics qui n'auraient pu prendre une telle ampleur sans un niveau élevé de corruption. Au premier chef, celle des dockers, le personnel qui travaille sur les terminaux portuaires. Le port d'Anvers est le plus gros employeur de Belgique, avec 165 000 travailleurs. Parmi eux, 11 000 dockers. Sans l'aide d'au moins l'un d'eux, il est impossible de faire sortir un conteneur du port. Beaucoup ont été abordés par les trafiquants, mais aucun n'accepte d'en parler face caméra. Vous a-t-on déjà approché? Oui, ils m'ont approché. 2 fois. Ils viennent voir tout le monde. Ils te disent « Et toi, tu travailles dans le port ?» Dès qu'on te pose cette question, tu sais à qui tu as affaire. Et si tu dis oui, ben là, ils te disent « Tu peux faire un truc pour nous ?» Et si tu dis oui, à ce moment-là, ils t'offrent beaucoup d'argent pour faire sortir la drogue.
Mais si tu fais ça, c'est le début de la fin. Ce docker n'a pas été ciblé par hasard. Je bosse tout le temps car je dois payer pour ma gamine. Et ça coûte cher. Il faut bosser dur pour elle. Plus les gamins grandissent, plus t'as besoin de pognon. Mais en vrai, t'es obligé d'avoir un contact qui travaille dans le port de façon légale. Parce que le job est très dur. On n'y arriverait pas. T'as besoin d'un grutier, d'un docker, t'as besoin d'un douanier aussi pour éviter que la marchandise soit contrôlée. Il va passer l'écran de contrôle du rouge au vert, comme ça, par magie. On n'est pas tout seul sur le deal. Il n'y a pas juste les collecteurs, il y a aussi les dockers, les douaniers. C'est tout un système. Et les mecs se font plus de fric que nous. Il faut toujours trouver un moyen de les convaincre. S'ils te disent non, tu menaces leur môme, et là ils vont dire oui. Il y a toujours une faiblesse chez les gens, il y a toujours un moyen de les matrixer pour les corrompre. Soit ils veulent devenir riches, soit ils sont teubés, soit ils ont peur pour leur môme. Les trafiquants sont prêts à exploiter la moindre faiblesse. Selon le chef des douanes, rien ne leur échappe. Ils auraient des antennes dans tout le port. Ils ont des gens pour nous surveiller. Ils savent des choses sur la vie privée parce que une fois qu'ils savent vous avez un fils ou une fille, à ce moment vous êtes faible, ils vous connaissent. Les autorités du port demandent à leurs salariés de rester discrets sur les réseaux sociaux. Elles diffusent aussi des clips chocs pour sensibiliser sur l'engrenage de toute collaboration avec les trafiquants. Jolie petite famille. Si tu veux qu'on leur rende visite, continue à déconner comme ça. Maintenant, tu gardes un œil sur ton portable et t'arrêtes tes conneries. Selon Europol, ces pressions violentes sont à l'œuvre dans la plupart des pays européens. Au Havre, le grand port français, elles ont même abouti à un meurtre sanglant. Juin 2020, plusieurs centaines de dockers manifestent dans les rues de la ville. Une marche blanche à la mémoire de l'un d'entre eux, Alan Afagar. Il a été kidnappé et battu, jusqu'à mourir étouffé. Son corps a été retrouvé devant une école. Voilà, un homme, un père de famille, la quarantaine, qui se fait enlever devant sa femme, qui se fait battre et qui est retrouvé mort devant une école. C'est quelque chose d'épouvantable et traumatisant pour toute la population. Ça n'était jamais arrivé. On n'avait jamais vu ça ici. Il y avait du trafic sur le port, il y avait des enlèvements, oui, il y avait des violences, mais j'avais jamais à ce niveau-là. Le Havre a été tétanisé, traumatisé. Père de 6 enfants, le docker avait été mis en examen suite à la saisie d'1 tonne de cocaïne. Son nom ressortait dans des écoutes réalisées sur les trafiquants en train d'organiser le déchargement d'une cargaison. Devant les enquêteurs, Alan Afagar a toujours nié sa participation, mais il a reconnu avoir été abordé. Oui, il m'a approché. Il m'avait proposé 150 000 € à partager en deux. À chaque fois que je le voyais, il me le proposait, mais je n'ai jamais accepté. Les demandes se font de plus en plus explicites. Le docker reçoit des messages menaçants. Aide-nous à sortir le produit du port. Tu nous dois un service. On sait où tu habites. Je vais te rappeler ce soir, je sais tout sur toi. Inquiet, le docker achète une arme de poing et finit par déposer plainte. Qu'est-ce qui va arriver à ma famille si je vous dis ce qui s'est passé? C'était 4 mois avant son meurtre. Alan Afagar a-t-il été tué pour avoir parlé avec la police? Impossible à dire. Mais rares sont les dockers menacés qui franchissent la porte d'un commissariat, selon Maître Gillard. Les gens qui les menacent leur disent de façon extrêmement claire que dès qu'ils déposent plainte, dans les 5 minutes qui suivent, ils sont au courant par des policiers qui travaillent pour eux et que s'ils vont déposer plainte, alors là, les représailles, elles arrivent immédiatement.
Donc qu'est-ce que vous vous dites? Je ne peux pas me tourner vers la police parce qu'on m'a dit que si j'y allais, il le saurait dans les 5 minutes. Je ne peux pas me tourner vers mon chef parce qu'on me dit que mon chef, il en croque, il est corrompu. Donc je peux me tourner vers qui? Vers personne. Ces 5 dernières années, une quarantaine de dockers havrais ont été kidnappés ou agressés. Mais les trafiquants savent aussi jouer d'un autre argument, de fortes sommes d'argent. Un badge pour rentrer sur un terminal se loue 5 000 €. Un docker qui va éventuellement favoriser une sortie, par exemple un chauffeur de cavalier, pourrait être payé aux alentours de 20 à 50 000 €. Un transporteur routier qui sort un container pollué en le sachant, bien évidemment, peut être rémunéré 10 000 €. Est-ce que les ports se donnent vraiment les moyens de lutter contre ces trafics? Selon le gestionnaire de celui d'Anvers, rien ne doit entraver la bonne circulation des marchandises. Ce soir, le patron des douanes est convié à une cérémonie. Les responsables du port d'Anvers célèbrent les excellents résultats économiques du premier semestre 2023. On fait 5% du produit national brut dans un port. Ça crée 21 milliards d'euros de valeur ajoutée pour l'économie chaque année. Donc c'est 1400 entreprises, c'est 65 000 emplois directs sur le port, 85 indirects. Donc c'est l'engin économique le plus important du pays. Ça veut dire qu'on fait très bien notre travail. Le plus gros problème là, dans le port d'Anvers, c'est quoi? Le problème du port d'Anvers aujourd'hui, c'est le trop peu de capacité pour attirer des investisseurs. C'est ça mon problème majeur. Aucune référence à la drogue, alors que les trafiquants exploitent les structures du port et ses cadences infernales. Chaque année, 287 millions de tonnes de marchandises arrivent ici, dans 12 millions de conteneurs. Moins de 2% sont contrôlés. Les ports se livrent entre eux des guerres terribles pour capter un maximum de porte-containers. Il vous explique qu'ils travaillent 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, qui prennent en compte un container toutes les 6 secondes et qu'en plus, ça, c'est directement connecté à toutes les autoroutes. Donc, il y a une course à la vitesse, une course à la fluidité qui est en contradiction totale avec la capacité de contrôle. Donc l'hyperconcurrence entre les ports favorise le passage de marchandises illégales et se fait au détriment de la sécurité. On a un arbitrage efficience économique, sécurité qui se fait actuellement en faveur de l'efficience économique. Pour lutter contre les arrivées de cocaïne, les autorités ont fini par faire appel à l'armée. Nous avons pu filmer une patrouille de l'opération Mer Blanche. Une mission internationale en mer du Nord et dans l'Atlantique, avec notamment la France et l'Angleterre, coordonnée par le chef des douanes belges. Pour que la manœuvre reste secrète, les bateaux de guerre impliqués coupent leur AIS, leur système de localisation. Quand nous patrouillons, nous voulons absolument éviter que des trafiquants éventuels connaissent notre position. Donc c'est pour ça qu'on n'aimait pas. Pour repérer les trafiquants, les militaires belges disposent d'une arme redoutable. Nous avons dans le mât un système optique pour observer les mouvements en mer, donc un système optique qui est également infrarouge. Grâce à ça, nous pouvons faire des observations en mer, de nuit, dans le brouillard, par mauvais temps. C'est un système très performant. Nous pouvons identifier les vaisseaux sur la plage à plus de 3 km sans problème et en détecter jusqu'à plus de 15 km. Nous avons là, par exemple, des gens qui sont facilement à 800 mètres. Vous voyez qu'on sait facilement voir les mouvements, détecter des mouvements. Nous pouvons par exemple suivre des navires à très grande distance tout en observant s'il n'y a pas des mouvements sur les ponts extérieurs, des mouvements qui indiqueraient qu'ils sont occupés à jeter de la drogue par-dessus bord par exemple. Des moyens techniques qui ont permis de saisir un beau butin. Plus de 6 tonnes de drogue au cours des 2 dernières années.
Mais face à ce déploiement de force, les trafiquants ne s'avouent pas vaincus. Ils s'attaquent désormais directement aux États. Voici venu l'ère de la narcoterreur.